Merci Madame la Présidente. Le fond des accusations du procureur comprend en filigrane la discrimination ethnique. Là encore, il ne fait que reprendre les accusations du camp Ouattara, formulées au moment de la crise, pour sensibiliser la communauté internationale à la prétendue injustice qui lui était faite. Aujourd'hui, utiliser cet argument permet de justifier le caractère exclusivement ethnique de toutes les nominations actuelles dans l'administration et dans les grandes entreprises. C'est ce que l'administration Ouattara appelle avec candeur le rattrapage. De discrimination, il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire pendant la période du président Gbagbo. Nous l'avons déjà vu pour les chefs militaires. Cela est vrai aussi pour les troupes. Les FDS étaient composés de soldats de toutes origines. Quant au président Gbagbo, il était entouré d'Ivoiriens de toutes ethnies, de toutes confessions, de toutes appartenances. Non seulement n'y a-t-il pas eu discrimination, mais encore, depuis son élection à la présidence, le président Gbagbo a-t-il tout fait pour lutter contre les discriminations? Plus même, après le coup d'État de septembre 2002 et la partition du pays, il essaiera de parvenir à la réunification du pays en nommant des ministres proches des rebelles, attribuant à ses opposants des ministères essentiels comme la défense ou les affaires étrangères, et nommant en 2007 le chef de la rébellion, Guillaume Soro, Premier ministre. Et c'est le président Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat à la présidence de la République, en revenant sur des dispositions qui interdisaient à ceux nés à l'étranger de parents étrangers de se présenter. Il ressort de ce qui précède que le procureur n'a pas prouvé qu'il aurait existé une organisation et une structure mises en place par le président Gbagbo afin de mettre en œuvre un quelconque plan commun pour rester au pouvoir par tous les moyens. Le procureur n'a pas trouvé d'éléments probants pour corroborer sa version des 4 événements qu'il invoque ou soutient de ses charges. Le procureur n'a pas prouvé d'intention du président Gbagbo ou de lien avec les crimes allégués. En définitive, le procureur n'a pas présenté de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le président Gbagbo aurait commis un quelconque crime. Que reste-t-il du dossier qui vous a été présenté par le procureur? Rien. Et c'est d'ailleurs pourquoi le procureur tout à l'heure s'est concentré dans ce qui devait être la conclusion de sa preuve sur les preuves de la défense. Parce que la défense a donné à voir une autre réalité. Pour la première fois, il vous a été donné d'écouter une autre version des faits. La réalité est apparue peu à peu. Du contraste entre les deux discours est née une forme de plus en plus apparente jour après jour, celle de la réalité qu'on tentait jusque-là d'occulter. C'était le devoir de l'accusation, de tout faire pour donner à la Cour l'image la moins déformée possible de la réalité. C'est pour cela qu'elle est censée enquêter, pour donner au juge tous les éléments utiles. Et c'est pourquoi elle est censée enquêter à charge et à décharge. A-t-elle enquêté à décharge? Non. Nous l'avons démontré au cours des débats. Elle n'a utilisé aucun des nombreux éléments qui innocentent le président Gbagbo. Plus même, elle ne les a transmis à la défense qu'au dernier moment, et ce parmi une masse immense de documents.
Elle s'est contentée, nous l'avons montré, de reprendre sans les vérifier des éléments disparates, d'origines diverses, articles de journaux, rapports d'ONG. Et lorsqu'elle a interrogé les acteurs, elle ne semble pas avoir pris garde aux incohérences, aux contradictions, au flou de leurs déclarations. Nous sommes-nous rapprochés de la vérité en écoutant l'accusation? Non. Nous nous en sommes même éloignés. Car la réalité qu'elle nous a dépeinte est une réalité fantasmée. Le drame qu'a connu la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années a été occulté. Les tentatives de coup d'État ne sont pas mentionnées. Les assauts constants des rebelles contre le pouvoir central sont niés. La partition du pays, le nord de la Côte d'Ivoire mis en coupe réglée, les extorsions, les pillages et les meurtres à grande échelle sont passés sous silence. Les tentatives du président Gbagbo pour arriver à la réconciliation sont oubliées. Les fraudes massives au nord du pays, lors du second tour des élections présidentielles, sont elles aussi oubliées. Le coup de force d'Alassane Ouattara contre le Conseil constitutionnel est transformé en procédure légale. Et tout cela pourquoi? Pour pouvoir accuser le président Gbagbo d'être à l'origine de la crise post-électorale de 2010. Et nécessairement pour l'accuser, il fallait construire une autre réalité. C'est à vous, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, qu'il appartiendra de rappeler à tous qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. Le fait de n'avoir pas ou peu enquêté est d'autant plus grave que c'est sur les épaules du procureur que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. La défense n'est pas tenue ici d'apporter des preuves contraires à ce stade de la procédure. Elle doit montrer que les éléments présentés par le procureur au soutien de son argumentation ne sont pas suffisants pour justifier une confirmation des charges. L'accusation se paie de mots. Nous avons, nous, à nous intéresser aux faits. Les faits découlent de la réalité. Et la réalité, elle est là sous nos yeux. Ce n'est pas celle qui a été décrite de façon biaisée par le procureur. Prenez-en acte. Tirez-en toutes les conséquences et ne confirmez pas les charges contre le président Gbagbo. Ce sera justice et ce sera le meilleur moyen d'œuvrer à une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Maître Barouin va prendre la suite. Madame la Présidente, honorable juge, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2010 sont des événements dont les faits ne m'ont pas été racontés après coup. Par ailleurs, à Abidjan, j'habite un quartier qui se trouve entre le zoo et le quartier Abobo-Samaké. Je pense que cette références pourront permettre à l'accusation et à la représentante légale des victimes de deviner où cela se trouve. Alors, les hôtes des populations qui firent les atrocités
c'est sous mes yeux. Les jeunes gens qui tombent, les personnes égorgées ou brûlées vives, ce n'est pas des vidéos pour moi. Des femmes violées, qu'il faut rassurer, ne relèvent pas des faits divers. Tout ce vécu, notre passé et notre présent, à nous, population de Côte d'Ivoire, l'avenir de nos enfants, tous ces éléments m'imposent l'indécence, sinon la décence, de ne pas faire de la question des victimes un débat d'un match en Coupe Davis ou d'un championnat de ping-pong. Mais je voudrais simplement relever 3 points et dire que le village d'Anakakouté est un village attenant à Abobo. Dans ce village, les 6 et 7 mars 2011, donc dans la période qui est ici prise en compte, les populations ont été attaquées et la plupart des victimes tuées étaient des ébriés. La représentante légale des victimes a-t-elle des ébriés dans sa liste? Je dis tout de suite non. Si j'en crois la liste qu'elle-même a bien voulu nous lire tout à l'heure des origines des victimes. Je le dis et je le répète. En Côte d'Ivoire, les populations ne vivent pas par groupe ethnique dans les quartiers. C'est vrai, il y a des quartiers où des groupes sont dominants, mais le système des cours communes en Côte d'Ivoire et la transportation de nos coutumes villageoises en ville les oblige à vivre en communauté, quelles que soient les origines des groupes qui constituent la population dans la cour commune. Donc, le miracle qui consiste à n'avoir qu'un seul groupe ethnique ou que des membres d'un seul camp tués dans une attaque systématique en Côte d'Ivoire est un miracle possible par l'opération de l'accusation et de la représentante légale des victimes, mais c'est hélas un miracle qui est un drame pour la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, je voudrais continuer mon propos sur des choses beaucoup plus générales pour vous dire qu'après ces 30 heures d'audience, les Ivoiriens, toutes ces personnes qui tressaillent au nom Côte d'Ivoire, les Africains ou des non-Africains qui pleurent l'Afrique au travers de la douloureuse histoire de la Côte d'Ivoire, sont à la fin de notre audience en tristesse et espoir. Tristesse devant une accusation qui déforme l'histoire pourtant bien récente. L'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation en a fait une caricature qui ne lui a pas permis de pouvoir saisir les enjeux et de comprendre la réalité dans la crise dans ce pays. Certes, on me dira que dans ce prétoire pour aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui est concerné par la procédure. Mais faut-il le rappeler, le droit pénal et toute discussion relative à des charges pénales ne se nourrissent que de la réalité du terrain traité. En déformant les faits, l'accusation ne peut présenter un dossier de qualité à votre cour. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, actuellement en Côte d'Ivoire se chante un hymne, l'hymne à la réconciliation. Dans ce hymne,
la justice judiciaire ou juridictionnelle est présentée comme l'élément incontournable et préalable. Alors, peut-on rendre justice en faisant fi de la réalité? La réponse est évidemment non. La réconciliation, je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, ce qu'on attend de la réconciliation, c'est l'écoute de tous. Car dans cette histoire, chacun veut être entendu dans sa détresse pour repartir grâce au dialogue et regarder ensemble avec les autres pour la construction de la Côte d'Ivoire. Une histoire trahie ouvre, on l'a déjà indiqué, à de nouvelles violences parce qu'elle nie la souffrance des victimes et n'identifie pas les vraies causes du conflit pour en résoudre les problèmes posés. Dans ces conditions, peut-on se reconstruire et construire ensemble? Comme vous le voyez, la réconciliation ne peut se faire que si la vérité est respectée, et c'est le respect de la vérité qui fait la justice. Est-ce la vérité de la défense qui doit, comme un clair de lune sur la plaine, dissiper la nuit des allégations du compte divers de l'accusation? Madame la Présidente, honorable juge, à cette interrogation, les populations de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, les amis de la Côte d'Ivoire répondent avec espoir. La lumière triomphe toujours des ténèbres et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Je vous remercie. Merci, Madame le Président. Le Président Gbagbo voudrait s'adresser à la Chambre.